L'inconvénient de la pyramidalisation, c'est qu'il faut se laisser stopper à zéro souvent. Et c'est extrêmement frustrant. C'est-à-dire que là, je souhaite faire la distinction très importante entre acharnement et, je sais plus, la fatigue. Quel est ce mot? Allez, voilà, vous l'avez tous fait en plus, cette formation. Donc, acharnement et persévérance. Persévérance, c'est j'ai un plan de trading, l'euro-dollar est à 1,35, je l'achète. Il monte à 1,3530, je mets mon stop 0, il redescend, je suis stoppé, je le reprends, il repart, je gagne 50 points, il redescend, je suis stoppé. Même exemple à 1,38 il y a un mois. J'ai dû payer 8 fois et être stoppé 7 fois à 0 avant que la 8e parte. Bon, ça, je vous ai aussi appris que, étant donné que j'achetais les 1,38 pour un scénario swing et qu'à court terme on était dans un range, que la chose intelligente à faire était la suivante, acheter tous les jours le support 1,38, viser le haut du range à 1,3880, solder la moitié de la position et garder le reste. C'est-à-dire que si vous avez fait ça 5, 6, 7 fois, vous avez encaissé 7 fois 80 points sur 50% de votre position globale et le solde uniquement est stoppé à 0. C'est-à-dire que même si votre plan ne fonctionne pas au final, vous aurez pu encaisser des gains sur cet hypothétique scénario. Et la persévérance, c'est de tenir le choc, c'est de se prendre le stop 7 fois à 0 et d'y retourner la 8e. Le risque pour vous, traders particuliers, c'est que ça devienne de l'acharnement. Et l'acharnement, c'est qu'on tient un jour un 35, un deuxième jour un 35, un troisième jour un 35, le quatrième jour on casse un 35, on va à un 34,80 vous achetez, on va à un 34,60 vous achetez, on va à un 34,20 vous achetez encore. Alors que le plan est invalidé. Donc ça, c'est une différence fondamentale, acharnement et persévérance. Petit inconvénient de la pyramidalisation, c'est qu'il faut être plutôt à l'aise en calcul mental, ou bien avoir une calculatrice à ses côtés, ou bien avoir une bonne plateforme de trading qui calcule la position moyenne et le prix de revient moyen. C'est qu'il y a aussi des variantes à considérer, et ça, à vous dire vrai, j'en suis en pleine étude. Et c'est qu'il faut une remise en question permanente de la situation. C'est-à-dire qu'à un moment, on peut avoir pendant 10 jours joué un scénario, puis on ne le sent plus. Donc on se remet en question et on fait autre chose. Il y a 2 jours et 3 jours, j'étais vendeur sur l'euro-dollar. Mercredi soir, on a fait une superbe réaction sur le support. J'ai failli couper mes ventes, j'ai failli payer. Je me suis remis en question, mais ma conclusion restait toujours la même. Ça reste baissier, on n'a pas cassé de résistance, donc je maintiens mon biais. Vous prenez une décision, vous l'assumez. Le concept de prendre une décision et l'assumer, si vous voulez, c'est que le trader particulier, il va souvent avoir des remords ou des regrets. Je prends un exemple très simple. Vous achetez l'euro à 1,30 et vous visez 1,32. L'euro arrive à 1,31 et vous vous dites je suis à la moitié du chemin, donc je vais mettre mon stop à 0. On est à la moitié du chemin et vous vous dites qu'est-ce que je fais? Est-ce que je garde? Est-ce que je coupe? Bon allez, je garde. Oh puis non, je coupe. Allez, je coupe, j'encaisse mes 100 points, je suis content, on est vendredi soir, on a dit d'alléger, je coupe, j'encaisse. Le lundi, ça part pleine balle à la hausse, on va à 1,32 direct. Et là, vous vous dites, la prochaine fois, je tiens ma position. La fois suivante, vous achetez un 31, ça monte, vous achetez un 30, ça monte à un 31, vous vous dites, la dernière fois je ne l'ai pas tenu, cette fois je vais le faire. On redescend à 30, au revoir, merci. Eh bien, coupez la poire en deux. On arrive à un 31, vous êtes à 50% de votre objectif, vous coupez 50% de votre position. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on va à un 32, vous êtes content, parce que vous aurez gardé une moitié, et qui vous fera des gains en supplément. Ça veut dire que si on passe de 1,31 à 1,30 par la suite, vous serez très content d'avoir coupé la moitié, et l'autre moitié sera stoppée à 0. Mais vous ne serez pas complètement, frustré. Voilà. Il faut éviter toute frustration. Parce que la frustration, elle vous fera changer d'avis, et elle vous fera changer de technique en permanence. Et c'est là où des personnes prennent ma force de conviction et la façon dont je présente mes scénarios comme de l'arrogance, alors que c'est tout simplement de la confiance en soi qui est requise, nécessaire pour avoir un avis sur un marché, pour jouer un scénario jusqu'au bout, et alors que tout le monde short, se dire je tiens mes achats, même si on tient 4 jours le support, je tiens 4 jours ma pause, parce que j'y crois. Voilà.
Et voilà, en fait, je suis très gentil. Encore une fois, le concept de pyramidalisation, dedans, on a des risques. On a des risques, mais ce n'est pas des risques de perte. Jamais, en fait, votre pyramide n'aura une perte potentielle supérieure à votre trade initial. C'est-à-dire que si vous rentrez en pyramidalisation sur l'euro-dollar à 1,35 avec un achat, avec un stop de 50 points et une perte maximum de 50 $ sur votre compte, si la paire monte à 1,38, que vous avez accumulé 25 positions acheteuses et que vous avez un levier de malade, votre stop il est à 0 sur la totalité, voire un petit peu en gain. Il est hors de question, après avoir augmenté le levier d'une position par ce mode d'entrée, que votre perte finale soit supérieure à la perte de votre trade initial. C'est hors de question. Si vous ne rentrez pas bien sur support ou que vous ne rentrez pas sur une belle cassure, vous n'avez pas une belle entrée. À partir de ce moment-là, vous êtes moins dans la zone de confort. Il faudra faire très attention à vos renforts parce que vous aurez pu remarquer justement que des fois quand on renforce trop vite ou mal, eh bien le prix de revient moyen va changer et au final on va se faire bêtement sortir de la position globale. Alors ne pas profiter de l'intraday en ne coupant pas, oui ça c'est le concept du 50-50, si vous voulez faire de la pyramidalisation mais qu'on est dans un range et qu'il n'y a pas encore de direction prise, alors prenez une demi-position qui sera intraday que vous couperez à la fin de la journée et l'autre position que vous garderez. Donc les règles, ne jamais augmenter une position en perte. La position de départ doit être importante et les renforts dégressifs, ça veut dire que votre position spéculative de départ elle peut être de 10 000. Pour le fun, vous suivez l'actif. Votre position full size, une fois que vous avez votre signal, c'est 100K, c'est 100 000. Et après, vos renforts doivent être inférieurs à votre position full size, donc la 100K. Donc après, vous allez renforcer 50, 50, 50, 50, ou 20, 20, 20, 10, 10, 10. Vous faites ce que vous voulez, mais jamais, parce qu'il y en a qui font ça. Ils achètent 100K, puis 20 de plus, puis 20 de plus, puis 20 de plus, puis on arrive à un endroit, ils se disent « Waouh, si ça passe, ça a vraiment explosé, j'ai une position globale pyramidalisée de 180K, allez, je la double. » Voilà. Et puis on a le petit reflux, on se fait sortir, derrière ça s'envole, et donc encore une fois, l'appât du gain et le côté un peu trop impulsif nous aura fait sortir. La cupidité. Vous devez avoir plusieurs objectifs. Donc ça, c'est encore une chose que je travaille. J'ai du mal avec ça. Pour moi, c'est un scénario, un objet, une entrée, des renforts potentiels et un objectif. Après, si on atteint cet objectif-là, je peux remonter le stop de ma position au fur et à mesure pour viser les objectifs suivants. Mais j'ai du mal à couper un tiers, puis le solde sur un seuil. Pour l'instant, je pyramidalise, j'ai une grosse position, puis à un moment, je sors la totalité de la position. Donc ça va être un des paramètres à optimiser sur lequel je vais devoir travailler. Il faut savoir couper le vendredi ou le soir si on est indécis et ne pas avoir l'ivresse du levier. Donc j'ai rencontré peut-être 50 personnes ici qui m'ont dit voilà, j'essaye de trader, mais je mets des stops à 10 points ou 15 points sur l'euro, ça marche pas. Je lui dis oui, mais monsieur, l'euro-dollar ne se trade pas avec des stops inférieurs à 35 points, c'est inconcevable. Ah bah oui, mais 35 points, si je mets des 100K, ça va faire 350 € de perte à chaque trade. Mais monsieur, vous pouvez aussi augmenter par 4 la taille de votre stop et diviser par 4 la taille de votre levier. Ainsi, votre perte sera équivalente aux pertes que vous avez faites par le passé, mais votre chance de réalisation de trade gagnant sera bien supérieure. Tout le monde a suivi? Donc, step 1, vous trouvez un scénario. Donc c'est là où si vous n'avez pas de scénario et que c'est pas votre dada d'aller sur les marchés et de dire là-dessus je pense ça, c'est bon, c'est pas pour vous. Pareil, si vous êtes débutant, c'est pas pour vous. Donc là, moi, c'est un truc qui me va bien. Après, faut que ça vous convienne. Sinon, vous ne serez pas à l'aise. On trouve un scénario, on trouve une entrée avec un stop loss, on augmente la taille tout en mettant le stop 0 sur les entrées initiales ou bien sur le prix de revient moyen de la position. Donc je m'explique. Quand il y a des gens qui achètent l'euro-dollar à 1,30, 1,31, 1,32, ils vont mettre les stops à 0 à 1,30, à 1,31, à 1,32. Il y a d'autres personnes qui vont dire qu'ils ont acheté à 1,30, 1,31, 1,32 et que la moyenne de cette position est à 1,31. Donc tous les stops seront à 1,31. Vous voyez ce que je veux dire?
C'est bien. 4, prenez des bénéfices. Bon, ça c'est quand ça se passe bien. Donc quand vous renforcez, jamais votre perte maximum ne doit excéder la perte initiale du premier trade. Ça c'est l'exemple de l'euro-dollar quand on était donc à 1,35. C'est le graphique journalier que vous avez vu tout à l'heure, ça c'est le graphique hebdomadaire. Donc je suis plutôt baissier sur la zone euro fondamentalement, mais parce que l'euro-dollar ce n'est pas que l'euro, c'est l'euro contre le dollar, et que le dollar est baissier, j'ai tout simplement décidé de continuer de jouer la hausse de l'euro-dollar, et quand j'ai vu que 80% des traders particuliers étaient vendeurs, ça m'a même invité à y aller et pas qu'à moitié. Et en plus de ça, on sait qu'il y avait peu de chances que Draghi lance un quantitative easing à court terme, et donc que les cours montent vers la barrière des 1,40 afin de mettre la pression au directeur de la Banque centrale, dont les paroles à elles seules ne suffisent plus, et qui va devoir agir. Partant de ce principe-là, j'avais donc une tendance haussière en place depuis 1 an et demi, j'avais une résistance à 1,38, on avait fait un reflux à 1,35 et j'ai un beau support qui s'est créé. Donc j'avais potentiellement une continuation du trend haussier qui allait se réaliser. Donc c'est le graphique que je vous ai montré tout à l'heure, la zone des 1,35 a été travaillée, j'ai joué la hausse par renfort successif, et vous voyez quand même que c'est un trade qui a duré 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 25 jours, donc ça fait 5 semaines. Ça veut dire que j'ai quand même traîné un achat de 1,36 jusqu'à 1,39 pendant 5 semaines. Mais à partir du moment où mon stop est à 0, le stress, il n'y en a pas. Donc on se dit, je trade au quotidien, j'essaie de faire des gains et d'être rentable. Si ma pyramide fonctionne, c'est jackpot. Si ça ne fonctionne pas, c'est comme ça, c'est une perte 0. Autre exemple sur l'or. Donc l'or était baissier pendant des mois. Et puis en fin d'année, on s'est stabilisé sur la zone des 1200. Et on a fait un double bottom. Encore une fois, je ne rentre pas au point bas, je ne sors pas au point haut. Donc non, je n'ai pas acheté l'or ici à 1190. On ne refait pas le match aussi facilement. Non, j'ai attendu que l'or travaille ma zone de résistance qui correspondait à cette oblique. Et puis Adrien Raymond m'a bien motivé de par les stratégies qu'il a écrites à passer à l'achat. Donc je me suis dit que j'allais le suivre, passer à l'achat, mais qu'à ça j'allais rajouter un petit volet de pyramidalisation. J'ai donc vu que la stratégie de trading potentiellement commençait à ce niveau-là, mais je n'ai pas acheté au point bas puisque je ne suis pas un magicien. J'ai attendu que les cours montent et prennent une tendance haussière de court terme, qu'on stabilise sur un seuil, que ce seuil soit favorablement défendu. Et j'ai donc pris ma première position sur support, ici spéculatif, que j'ai renforcé par ce signal-là, qui était la cassure de mon oblique. Par la suite, on a eu un pullback, mais vous voyez qu'on n'a pas dépassé le support, on ne l'a pas cassé, donc on pouvait mettre ses stops en dessous et puis laisser courir la position. Ensuite, c'est le concept de base de la naissance d'une tendance haussière. On fait des plus hauts de plus en plus haut, et à chaque cassure des plus hauts, on peut aller plus haut. Donc quand on a accéléré au-dessus de 1280, qui étaient les précédents plus hauts, j'ai renforcé d'une position, j'ai renforcé ensuite à 1300, ensuite les cours ont monté, et puis j'ai constaté que tout le monde voulait avoir payé l'or, mais que personne ne l'avait fait. Et tout le monde, quand on est arrivé à 1300, 20, 30, s'est dit ça va retomber vers 1275, 1300, on va pouvoir payer tranquillos pour viser 1400. Donc dans pareille situation, j'ai vu que les particuliers qui voulaient acheter étaient eux-mêmes vendeurs parce qu'ils espéraient que ça baisse pour pouvoir acheter en dessous. On achète, on ne fait jamais l'inverse de stratégie de base. Vous avez voulu acheter l'euro ou le CAC, il est parti sans vous. Vous escomptez un repli pour pouvoir rentrer, c'est bien. De là à vendre le CAC ou l'euro pour viser ce repli, pour payer, pour ensuite jouer votre scénario, c'est pas à faire. Ça m'est arrivé il y a 1 mois, j'étais haussier sur l'euro-dollar, j'avais pris des bénéfices et je suis passé vendeur pour jouer un reflux intraday. Et au bout de 2 heures, j'ai coupé ma pause et j'ai dit je suis désolé, j'aurais pas dû le faire. Et je suis pas censé montrer ça à des particuliers. Ça, c'est pas à faire. Je ne dois pas jouer l'inverse de ce qu'est mon scénario de toile de fond qui est lui complètement haussier. J'ai rien à faire à la baisse. Donc parce que les particuliers vendaient, alors qu'ils avaient envie d'acheter, parce que la tendance haussière était là, ça m'a permis de renforcer encore, et à chaque fois qu'on a cassé les plus hauts, j'ai renforcé. Je visais 1400 à 1420, voire enregistrement BFM, ainsi que tous mes tweets.
On a fait 1395. Non, je ne suis pas sorti au point haut parce que j'ai vu un retournement 5 minutes, blablabla. J'ai vu un magnifique avalement baissier qui mettait potentiellement fin à une belle tendance haussière, alors qu'on arrivait dans une zone de résistance sous un seuil psychologique des 1400 points. J'avais un gain relativement conséquent après avoir tenu une position pendant 2 mois, j'avais envie de sortir, j'ai tout coupé. Et je suis donc sorti à 1372, exactement. Ensuite, ça a baissé. Non, je ne suis pas repassé à la baisse. Non, je n'ai pas pyramidalisé parce que il est très difficile quand on a un avis fondamentalement, techniquement haussier, d'un coup repasser dans l'autre sens. Mais me semble-t-il, j'ai quand même vendu les 1328 ici quand on a cassé cette zone-là pour viser 1300 et quand on a réagi sur 1300, par la suite, j'ai coupé. Non, je ne prends pas de bénéfice parce que justement, j'y crois à fond. Donc j'ai payé à 1240 pour viser 1400. Donc j'ai remonté mes stops au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai rentré le 4e renfort, à ce moment-là, j'étais plus stop 0 sur la totalité. J'avais déjà un stop win qui était remonté. Vous avez pu le voir notamment récemment sur le Bund. Sur le Bund, j'ai acheté la zone 143,50, 144,50. J'en ai acheté une ou deux positions. Soft, truc de départ. Les signaux se valident, je renforce et je suis monté à 4, 5, 6 positions. Je visais 147, on a fait 146,75. J'ai dit voilà, il est possible que ce soit le point haut à 146,75, qu'on ne touche pas mon objectif et donc qu'on retombe. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai remonté mon stop à 146, alors que mon prix de revient moyen et donc mon stop à 0 était à 144,41. C'est ça, et j'ai encaissé 160 pips, 160 points de gain x 6 positions, soit 960 points. Je vais y venir. C'est là que ça se complique. Oui, monsieur. Ah oui, mes stops sont larges sur l'or. Non mais une fois qu'on a pris position sur le trade de départ et qu'on sait qu'on est dans un trend, on n'est plus censé revenir sur le prix de départ. On est forcément en train de faire des plus bas de plus en plus haut et des plus hauts de plus en plus haut. Ici ? Alors moi j'ai acheté un 36 et on est monté à un 37,50, j'ai mis mon stop à 0 à un 36. Les cours sont revenus à un 36,50, j'étais toujours en gain de 50 points. Non mais on ne peut pas perdre. Là j'achète à un 36, là j'achète à un 36,50, là j'achète à un 37,20, là j'achète à un 38,20, là j'achète à un 38,50. La totalité de ces positions est un prix de revient moyen autour de un 37,20, un 37,40. Donc il n'y a absolument aucun souci. J'achète ici, on monte, je mets stop à 0 là. Quand on arrive sur le deuxième, je l'ai oublié celle-là. Et quand on arrive au deuxième, j'achète, comme si j'étais pas en position sur le marché, stop 50 points. Cette position fonctionne ou pas, hop, je la mets stop 0. Bon, vu que j'en ai deux, ce que je fais, c'est qu'au lieu de laisser stop 0 sur chacune d'entre elles, je calcule le prix de revient moyen de ces deux positions qui faisait un 36,25, ce qui me permet de mettre mon stop, excusez-moi, ce qui me permet de mettre mon stop sous le dernier point bas à un 36,50, parce que vous voyez, là, on a baissé en séance, j'ai payé sous MM20, partant du principe qu'on allait la tenir, que ça allait repartir. Donc en fait, le soir même, je gagnais 100 points sur le renfort. Donc, mon prix de revient total était de 1,36,25. Mon stop était à 0, donc le risque était annihilé et de 0. À 1,36,25. Et si on avait touché mon stop, c'est qu'on était passé plus bas que la bougie ici. Or, passer plus bas que cette bougie-là, c'était potentiellement mettre en péril l'AMM 20 jours et donc ce fameux pivot qui m'a servi à construire cette position.
Donc petit calcul sur l'or, l'or passe de 1240 à 1370, ça fait 130 $ de gain. Avec la pyramidalisation, des achats à 1240, 80, 1300, 330, 55 et tout coupé à 70, ça fait 305 $ de gain. Donc on a augmenté par 2,5 fois les gains. Donc tout à l'heure, je vous ai parlé d'une stratégie sur l'euro-dollar où l'euro-dollar est monté de 200 points où j'en ai gagné 600. Donc le gain était 3 fois supérieur. Ici, il était 2,5 fois supérieur. Et c'est tout simplement ça. C'est de se dire, je suis dans une tendance, j'ai une conviction, j'achète, je mets mon stop à zéro, je l'oublie la pause. Je l'oublie. Je ne sais même plus qu'elle existe. Et au quotidien, je reviens sur le marché, j'ai toujours la même conviction, toujours le même scénario, je vois un support, je le paye, hop, on s'en détache, pareil, stop zéro, je l'oublie. Et ainsi de suite. Et tant qu'en fait votre marché est haussier, c'est génial. Donc il est clair, il est vrai, que si j'avais pyramidalisé le CAC à la hausse sur les 2 dernières années, ça aurait été un sacré gavage. Le problème de la pyramidalisation, c'est que déjà ça se fait beaucoup plus facilement dans un marché baissier. Parce qu'un marché baissier, c'est un marché rapide. C'est pas un marché haussier avec des pullbacks. L'or, ça va encore, mais regardez un peu l'euro-dollar, c'est une saleté ce truc. On touche 1,36 au point bas, on prend 250 points, on en retrace 200 sur les 250, avant de repartir. On retrace 4/5 du mouvement. Donc c'est pas un retracement de 38,2, de 50 ou de 61,8, c'est un retracement de 75% du mouvement avant de repartir. Donc c'est là où l'euro n'est vraiment pas simple. Mais ça se fait. Donc ce qu'il est compliqué de faire, et je vous dirais, c'est de savoir si je dois mettre 100K là, et ici 100, 100, 100, 100, ou bien faire 100, 50, 50, 20. Et ça, je ne le sais pas encore. Et s'il y a un ingénieur informaticien ici qui veut faire des calculs, je suis chaud. Pareil, est-ce qu'il vaut mieux mettre un stop 0, acheter là, ça monte, on met stop 0, acheter là, ça monte, stop 0, stop 0, stop 0, stop 0, ou est-ce qu'il vaut mieux travailler avec le stop global, le prix moyen global de la position et de mettre à stop 0? Ça, je ne le sais pas. Ce que je sais, c'est qu'au départ d'une position, c'est relativement tendu et il faut laisser son stop sous le support le plus longtemps possible avant qu'on s'en détache. Quand on est à une inversion, passer d'un marché baissier à haussier, on a toujours une zone où on balaye un peu tout le monde avant de repartir dans l'autre sens. Donc à l'entrée, il va falloir se battre. Après, pour les renforts, ce sera plus simple. Donc en fait, les choses sur lesquelles je suis en train de travailler actuellement sur la pyramidalisation, c'est tout l'aspect de la modulation. Est-ce qu'il faut que je décroisse mon effet de levier ou qu'il reste tout le temps constant et que je mette tout le temps les mêmes positions? Est-ce qu'il faut que je mette mes stops à zéro sur chacune des positions indépendamment ou que je calcule un prix de revient global? Ou encore mieux, faudrait-il que je travaille un prix global de départ qui soit stop 0 et qu'ensuite les renforts soient stop 0 indépendamment des autres? Parce que le problème, c'est que ces deux-là, elles sont super bien, mais celles-là, vous voyez que sur la fin, elles peuvent même mener à des petites pertes sur les derniers renforts. Donc peut-être que d'avoir les derniers achats à proximité de mon objectif, j'aurais plutôt que de remonter mon prix de revient global de la position, peut-être que j'aurais mieux fait de mettre des stops à zéro. Et ça, c'est de la recherche au quotidien, et ce sera mon dada pour les semaines à venir. Voilà. Et je vous en informerai, et on essaiera tous ensemble, pour ceux à qui ça plaît, d'affiner et de définir des règles afin d'optimiser et de mettre tout simplement à profit cette technique de pyramidalisation. Donc ça, c'est les 4 composantes sur lesquelles on va pouvoir travailler. Est-ce qu'il faut avoir un stop loss à l'entrée ou bien un stop loss suiveur et au prix moyen total? Est-ce qu'il faut augmenter le levier au fur et à mesure ou bien l'abaisser ou bien le moduler, c'est-à-dire rentrer avec un faible au début puis une fois le signal validé avec un fort et ensuite le refaire décroître? Est-ce que je rentre sur les breakouts ou les pullbacks? C'est-à-dire on est sur support, j'achète, on casse une résistance, est-ce que je renforce à la cassure de la résistance ou est-ce que j'attends qu'on valide la cassure de la résistance, qu'on fasse le pullback et là je renforce sur le pullback?
Donc, généralement, pullback, ça me plaît bien, sauf qu'au début du mouvement, vu qu'on n'est pas encore sûr qu'on passe de baissier à haussier, les pullbacks sont profonds, comme vous venez de le voir. Donc c'est là où il faut définir si on est au début de l'inversion de tendance ou si on est dans la tendance pleine. Donc là, on peut utiliser des courbes, des pentes de moyenne mobile, par exemple. Est-ce qu'on est faiblement haussier ou fortement haussier? Et est-ce qu'on a plusieurs targets? Est-ce que quand j'ai payé un 35, j'aurais pas dû couper les 2/3 à un 38 et laisser le reste courir? Par exemple. Il faut aussi être modulable dans le sens où les 1,40 que je visais, on les a jamais touchés. Mon objectif, c'était de sortir autour de 1,40 et potentiellement de vendre un petit excès à 1,40-20. On l'a jamais fait, on s'est arrêté à 39,90. Donc à 39,90, je me suis dit, je vais déjà couper la moitié de la position parce que je gagne bien, et puis Draghi commence à causer, ça peut mal se passer. Ensuite, j'ai attendu que vraiment le marché lâche et je suis sorti, et le reste de ma pyramide a été sorti dans la retombée des cours. Peut-être que j'aurais dû me fixer un 39,90 comme objectif, puisqu'on est censé ne jamais trader des chiffres ronds. On doit toujours être un peu au-dessus ou en dessous. Donc moi je m'étais dit, je vais viser... En fait, j'aurais dû viser un cran en dessous pour mon objectif, mais viser un cran au-dessus pour ma vente potentielle. Et je me suis dit, je vais sortir à 1,40-20, puis reverse. Bon, ça c'est dans le monde des bisounours. Dans la vraie vie, on a frôlé un 39,90 et 20 minutes plus tard, on était 100 points en dessous, donc il y avait intérêt d'être devant. Donc voilà, ça c'est les 4 composantes en fait sur lesquelles je ne peux pas encore vous dire ce que je ferai, et à la limite, le jour où je vais le savoir, je ne sais pas si je vous le dirai. Mais on peut bosser ensemble. Le niveau de risque? Oui? Oui? Oui, mais au final, l'ordre sera exactement le même et le stop exactement le même. Vous voyez ce que je veux dire? On est sur une résistance à 1,38. On est à 1,3750. Puis dans la journée, on met une grosse verte, on casse 1,38. Et on monte à 1,3850. Est-ce qu'il aurait mieux valu acheter 1,3805 et donc jouer une cassure? Parce que si ça se trouve, on monte à 1,3850, puis on revient à 1,3820 et on ne voit jamais 1,3805, donc vous rentrez jamais. Ou est-ce que vous achetez dès la cassure effective? Ça, c'est pas évident. Et à la limite, on peut scinder. Rentrer une partie sur cassure et renforcer la suite sur le pullback. Mais ça veut dire qu'en permanence, en constance, on doit recalculer, non pas la perte globale, maximale, puisqu'elle est de 0 une fois les stops à 0, mais c'est de l'optimisation pour avoir une chance que le stop à 0 ne soit pas touché, d'avoir plus de chances que le stop à 0 ne soit pas touché. Des fois, il n'y en a pas. Des fois, il est profond et compliqué, et des fois, il n'y en a pas. Donc effectivement, scinder la position en deux peut être une bonne position. Donc vous savez ce qu'on va faire? Je vais créer une fiche sur le forum sur la pyramidalisation, on va tous proposer. Puis les prochaines pyramides, on les fera dans différents styles. Et puis après, ben, on fera de la recherche et puis on verra ce que ça donne. Comme ça, on ne sera pas frustré. Exactement. Voilà, sur ce, mesdames et messieurs, ça fait 8 heures qu'on est là. J'espère que vous avez apprécié cette journée. On vous remercie de votre gentillesse, de la pertinence de vos questions, de votre présence, de votre soutien auprès des équipes FXM et des FX. Et voilà, je vous remercie tout simplement et je vous retrouve dès lundi, 11 h, pour le Morning Meeting.